Bien, bonjour. Euh, du coup, nous, on est l'équipe Elias, donc une équipe de l'EPSMR. Ouais. Une équipe de l'EPSMR donc, sur La Réunion, et on est une équipe mobile de soins en santé mentale. Voilà. On s'adresse aux ados dits en souffrance. À l'origine, l'équipe Elias, elle prend place entre plusieurs institutions, pilotées par le PSMR, mais on travaille beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance, avec l'éducation nationale, et puis la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà. Sur les origines? Ouais, Ouais. peut-être un peu plus. Juste pour en dire un petit peu plus sur les origines. Ouais, moi j'ai mis le micro plus proche là. Ouais, ah ouais. Donc comme le disait mon collègue Mathieu, l'équipe mobile Elias, elle a été initialement créée suite à l'identification d'un besoin qui était le fait que les jeunes, les mineurs qui étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance étaient finalement ceux qui avaient peut-être le plus besoin de soins en santé mentale, pour plein de raisons qu'on peut imaginer, mais finalement, de par leur parcours social, de par leur difficulté aussi à parfois se stabiliser dans une famille d'accueil, se retrouvaient à être ceux qui avaient finalement le moins accès à ces soins en santé mentale. Et donc, toute la communauté territoriale de santé mentale de la Réunion a finalement essayé de trouver une façon de pouvoir favoriser l'accès aux soins de ces jeunes, d'abord ceux qui relevaient effectivement de l'aide sociale à l'enfance. Rapidement, il y a eu effectivement d'autres professionnels qui se sont dit que, bah, pour leur population, pour leur public aussi, ça serait pas mal. En l'occurrence, la protection judiciaire de la jeunesse, qui elle aussi s'est dit: «Mais nous aussi, nos jeunes, ils ont besoin qu'on vienne les aider». Donc c'est comme ça qu'initialement ça a commencé et puis peu de temps après, il y a eu aussi une nouvelle circulaire qui demandait également, à l'éducation nationale, et à l'ARS de constituer une équipe mobile pour venir cette fois-ci, alors attention, ça va être le vocabulaire éducation nationale, j'espère qu'il y a personne de l'éducation nationale ici, ne m'en veuillez pas, de venir en soutien à ces, élèves dits hautement perturbateurs. Bon, nous, on est du soin, donc on le traduit par hautement perturbé, hein. Voilà, hautement en souffrance. Et donc, c'est comme ça, effectivement, qu'initialement, l'équipe a été créée il y a 2 ans et demi à peine. Donc, on est encore un dispositif assez jeune, initialement expérimental. Et puis, bah, petit à petit, on s'est constitué aussi une façon de pratiquer, effectivement. L'autre originalité, c'est qu'effectivement, on va voir des jeunes qui veulent pas nous voir. Et ça, non seulement il y a l'équipe mobile, c'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même de faciliter l'accès aux soins en allant vers ces jeunes qui ont vraiment du mal à venir vers nous, mais en plus, on s'est rajouté une difficulté supplémentaire, puisque vraiment, puis moi je suis psychologue, donc j'aime autant vous dire qu'ils sont pas fous, donc il manquerait plus qu'ils nous voient, hein. Donc toute la question a été de se demander aussi comment est-ce qu'on va faire avec des jeunes qui sont quand même repérés comme étant en souffrance, et c'est là toute l'originalité du dispositif, par des professionnels. C'est-à-dire qu'on n'intervient jamais parce qu'une famille ou un jeune nous demande d'intervenir. Nous, on ne les voit pas, ceux-là, c'est nos collègues qui les voient, et c'est très bien comme ça. Nous, on ne vient que parce qu'il y a une tierce personne qui s'inquiète pour un jeune, hein. Voilà. Les jeunes, on va peut-être définir qui c'est, notre public, notre champ d'intervention. Ouais. Alors, au niveau de la population, du coup, les jeunes concernés, ils ont entre 11 et 21 ans. Toujours trop loin. Je suis pas très habitué, moi, de Ouais, parler dans ouais. les micros, tout ça. Vous m'excusez, hein, je suis beaucoup plus sur le terrain. Tu es infirmier. Oui, 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 je suis infirmier. Et donc, du coup, ces jeunes qu'on voit entre 11 et 21 ans, ils nous sont adressés, encore une fois, par les institutions partenaires. Ça va être des jeunes qui présentent des difficultés qui peuvent être de différents ordres. Soit en termes de troubles du comportement, qui sont un petit peu trop invalidants et qui les empêchent d'accéder soit aux apprentissages, soit au bon fonctionnement, bon respect du cadre dans lequel ils évoluent. Ça peut être également des jeunes qui sont très en retrait, pour lesquels on constate que il y aurait des apprentissages et encore une fois des choses, des compétences à développer, mais qu'ils n'y accèdent pas. Et très régulièrement, en fait, on se retrouve à voir des jeunes qui n'arrivent pas aux soins pour des raisons qui sont un petit peu extérieures à eux.
Donc on a choisi depuis, finalement, assez longtemps maintenant, de travailler beaucoup en systémie. C'est-à-dire que, très régulièrement, on considère, la difficulté du jeune par rapport, au système dans lequel il évolue. Voilà. En fait, l'idée, c'est de venir se dire que si on observe un comportement qui inquiète d'autres personnes, c'est que ce comportement, il a très certainement une fonction, une utilité en fait, hein. En fait, ces jeunes dits en souffrance, la plupart du temps, ce sont un petit peu les alarmes, on pourrait le dire comme ça, hein. Donc effectivement, ils sont pas fous en fait et on leur dit très vite aussi quand on les rencontre, hein, on se présente. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on n'y va jamais tout seul non plus. C'est-à-dire qu'histoire que ça soit encore un petit peu plus compliqué pour le jeune, déjà qu'il voulait pas nous voir tout seul, bah nous on y va à deux. Hein. Voilà, comme ça on se serre les coudes mutuellement aussi. Hein. C'est plus simple pour nous professionnels en fait. Faut être très honnête. Hein. Quand il y a notre collègue ou enfin voilà, quand il y a un collègue avec nous. Et puis il y a aussi une tierce personne, c'est-à-dire qu'il y a toujours celle qui nous demande d'intervenir. Donc vous imaginez, on se retrouve des fois dans un collège avec parce qu'on on va demander à la personne qui nous demande de venir qu'elle soit là. Hein. C'est-à-dire que nous, on peut pas y aller juste si vous nous dites vous pouvez y aller s'il vous plaît. Oui, mais il faut que vous soyez là. Sinon, on peut pas faire quoi que ce soit parce qu'il faut bien qu'on s'appuie sur quelqu'un qui s'inquiète pour quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ça en fait. S'il te plaît, ne m'aide pas. Alors, c'est pas nous qui avons inventé ce titre, hein, c'est un collègue travailleur social initialement qui s'appelle Guy Hardy, qui travaille autour de ce qu'il nomme la compétence des familles. Hein, il y a voilà, un autre collègue aussi psychiatre, systémicien qui s'appelle Guy Oslo, qui nous permet aussi de nous appuyer sur ces techniques-là. Hein, c'est-à-dire qu'on les a effectivement pas inventées, mais on les reprend, nous, finalement, pour pouvoir intervenir. Donc, on y va à deux. Et très rapidement, en fait, la première chose que l'on va faire quand on nous demande d'intervenir, ça va être aussi d'essayer de travailler sur tout ce qu'on va nommer les résistances. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait envie de changer, la plupart du temps, il en a peut-être très, très, très envie, mais il va aussi être souvent très ambivalent par rapport à ce changement. Alors, je vais faire une comparaison qui n'engage que moi. Voilà. Si ça ne va pas dans votre couple, vous pouvez avoir très envie de changer de partenaire, et en même temps, c'est quand même bien pratique d'être à deux pour payer le prêt, quoi. Ça n'engage que moi. Mais c'est exactement la même problématique avec nos jeunes. Évidemment, pas avec le prêt immobilier. C'est que ils vont avoir ce désir, ce souhait de changer, mais on vous l'a dit, ça sert à quelque chose, leurs problèmes, leurs troubles. Donc, s'il n'y a plus personne pour alerter, qui est-ce qui va alerter, en fait? Hein. Donc, on va travailler sur les résistances. Par exemple, hier, on peut peut-être vous raconter ça, on est allé à la rencontre d'un jeune garçon, un adolescent qui a quoi, 13 ans? Ouais, 13 ans, Ah ouais, très bien. que tu n'es pas tout à fait d'accord pour nous voir. Bon, mais ça, vous avez compris que c'est le principe, hein, de toute façon. Et donc, on a essayé, tant bien que mal, de trouver un truc pour essayer de l'accrocher. Parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est de lui dire, écoute, si tu veux te débarrasser de nous le plus rapidement possible, hein, et te débarrasser de la personne qui nous demande d'intervenir, il va quand même falloir qu'on arrive à faire ce qu'on nous demande, quand même, mine de rien, d'évaluer la souffrance de la personne qu'on a en face de nous. Hein. Donc, on essaye de faire alliance avec eux en leur disant, on va se débarrasser mutuellement l'un de l'autre le plus rapidement possible, en fait. Ça marche bien, hein, finalement. Et donc, hier, on a cherché à accrocher ce jeune. Ouais. Heureusement que tu étais là, parce que Ouais, c'était compliqué. une situation assez, assez courante finalement dans les problématiques qu'on peut pardon, qu'on peut accueillir, chez nous. Effectivement, on rencontre un jeune donc de 13 ans qui est identifié par son établissement scolaire comme potentiellement en difficulté. Alors de ce côté-ci, encore une fois, il respecte pas, la terminologie éducation nationale, c'est-à-dire qu'il est pas hautement perturbateur ce jeune. Il est juste pas très présent, il parle pas trop, on sait pas trop ce qu'il a dans la tête et on imagine que comment? Le fonctionnement familial, peut être compliqué pour lui et l'empêcher d'être disponible. En tout cas, c'est ce qui nous est transmis du côté de l'école. Heu, En fait, quand on le rencontre, ce jeune-là, il sait pas qui on est, donc il se retrouve, lui, face à 2 inconnus dans une salle de classe. Oui, Il a parce que normalement, il y aurait dû y avoir sa mère et la demandeuse, mais bon, vous savez, hein, ça c'est comme d'habitude, il y a la théorie, il y a la pratique. Hein. Voilà. Donc finalement, sa mère a oublié de le prévenir, puis finalement, le professionnel pouvait pas trop être là parce que c'était quelqu'un qui était présente l'année passée au niveau de la scolarité, mais cette année qui a changé d'établissement. Ben Mmh. oui, sinon ce serait trop simple. Donc voilà.
après, on mesure bien du coup pourquoi ce type de jeune n'arrive pas aux soins de manière classique non plus. Heu et en fait, très rapidement, l'enjeu, il est double. Heu, Moi, je suis infirmier plutôt, de secteur psychiatrique et donc il y a tout un enjeu, de enfin, primaire primo-évaluation pour essayer de voir si le symptôme est pas trop invalidant et donc qui demanderait une urgence clinique un petit peu plus rapide. Et puis le deuxième enjeu, il est celui de l'accroche. Donc en fait, là, techniquement, on a passé, bien 45 minutes avec ce jeune à avoir très, très peu de contenu, mais finalement comprendre que ce qui pouvait l'animer et le faire sourire, c'était de discuter des jeux vidéo et de sa manière dont il pouvait, être compétent, développer des stratégies relationnelles, plutôt adaptées et plutôt plaisantes pour lui Ouais. dans les jeux vidéo. Et en fait, il ne s'est passé que ça. Alors d'extérieur, ça peut paraître un petit peu bizarre. Oui, C'est-à-dire que c'est vrai que 2 personnes payées pour aller voir quelqu'un qui va pas bien pour discuter des jeux vidéo, on est d'accord qu'on se dit que peut-être nos impôts servent pas aux bonnes choses, hein, ça c'est ça. je peux le comprendre. On, s- Mais on peut se mais demander où est-ce qu'on va. La réalité, finalement, avec le recul sur ces situations-là, c'est que ce jeune, l'enjeu de l'accroche, il va être hyper important dans le sens où on a bien constaté que le système qui évoluait autour de lui, malheureusement, on aurait du mal à s'appuyer dessus dans un premier temps. Et donc, notre hypothèse, c'est de se dire que bah, les compétences, probablement que c'est lui qui les détient, en tout cas pour la plus grande partie, et que si lui est suffisamment accroché à la relation qu'on a ensemble, il pourra venir nous confier des choses de son système de fonctionnement pour évoluer à travers ça. oui, finalement, on l'a peut-être pas dit, mais comment rencontrer quelqu'un qui veut pas nous voir? C'est d'abord lui assurer qu'on va pas rester le voir trop longtemps non plus, hein, voilà. C'est le remercier aussi d'être là, alors qu'il avait pas envie d'être là, mais qu'il est quand même là, donc c'est déjà un premier pas. Et puis, c'est aussi beaucoup ce qu'on a fait hier, hein, c'est-à-dire de venir travailler sur les représentations qu'il peut y avoir aussi. Quand on arrive et qu'on se présente en disant bonjour, je suis Aurore Bazin, je suis psychologue, je travaille à l'EPSMR, il peut y avoir aussi tout un ensemble de représentations pas nécessairement positives hein, qui arrivent, hein, et on les comprend. Voilà, ils peuvent se dire, mais moi, je suis pas fou, voilà, moi, j'ai pas de problème. Donc il va y avoir notre équipe finalement, elle intervient aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire d'abord de venir déstigmatiser un petit peu la question de la santé mentale pour pouvoir permettre ensuite à ces jeunes d'aller vers des dispositifs peut-être un petit peu plus, classiques, on va dire, hein, les CMPEA par exemple pour nous ou les maisons des adolescents. Donc oui, comment rencontrer un jeune? Bah, essayer qui ne veut pas nous voir en fait, hein, essayer d'abord de se mettre, d'accord ensemble sur est-ce qu'il est d'accord avec le fait au moins que quelqu'un s'inquiète pour lui? Et finalement, heu, je pense qu'on a vu quasiment plus de 200 jeunes. Sur 200, il y en a que 2 qui ont vraiment refusé qu'on les voie. Donc déjà, rien que le dispositif, rien que le fait d'avoir une tierce personne, un professionnel de l'école, de l'aide sociale à l'enfance, de la PJJ, qui vient dire à ce jeune: «Écoute, moi, je me préoccupe de ce qui se passe pour toi. Voilà, je me préoccupe de ce qui se passe au niveau de ton humeur. Je me préoccupe pour essayer de comprendre ce qui se passe quand tu agis de la sorte. Parce qu'on comprend que c'est pas juste un problème d'effort, c'est qu'il doit y avoir autre chose derrière. Rien que ça, déjà, ça ouvre le champ des possibles. Et quand en plus il y a des professionnels qui se déplacent et qui vont vers ces jeunes, là encore, on maximise un petit peu plus nos chances de faire quelque chose. C'est vrai que des fois, ils sont aussi très étonnés quand je vous disais qu'on travaillait aussi sur les représentations du métier. Il se trouve on est plutôt motard dans l'équipe. Alors, je sais pas pourquoi, mais finalement, on va pas enfin, on fait pas les équipes mobiles en moto, hein. On va au travail en moto, voilà, mais on met pas les jeunes, voilà, mais bref. Il se trouve quand même que des fois, on utilise ça. Parce qu'on vous le disait, finalement, c'est aussi une façon d'aller à la rencontre. C'est une forme de jeu de séduction. Alors, on s'entend bien, hein, il ne s'agit pas de venir au-delà de notre place, mais qu'est-ce qui finalement va faire qu'on va réussir à l'accrocher? Eh bien, des fois, rien que le fait de débarquer à deux, en moto, pas coiffés, de les recevoir, je sais pas moi, sur un banc public, de les recevoir, je sais pas, dans une rondinelle, Au café du coin. au café du coin. Enfin, il y a des jeunes qu'on est allés rencontrer sur un terrain de foot. Voilà.
C'est aussi une façon de se mettre à la disposition du jeune. C'est aussi une façon finalement de venir lui montrer que bah, nous aussi, là, on va faire l'effort d'aller à sa rencontre et d'aller lui montrer qu'il nous intéresse aussi, ce jeune-là. Donc ça, c'est vrai qu'on a pu faire ça. Donc on est une équipe mobile qui se déplace sur l'ensemble du département aussi. Moi, hier, j'étais le matin à Saint-Denis, l'après-midi à Saint-Joseph. C'était une bonne journée hier. Voilà. Et je pense que dans la semaine, on compte pas le nombre de kilomètres qu'on peut faire, sachant qu'effectivement, on l'a pas précisé, mais on est plusieurs, hein, évidemment, dans l'équipe. Donc vous avez, bah tiens, je te laisse présenter Ah l'équipe. oui. Du coup, au niveau de l'équipe, on est 6, enfin 7 avec notre cadre de santé. On est obligé de le dire parce qu'il est assis là, alors si on ne l'aime pas, en parler. Une des grandes forces de cette équipe, c'est le côté multidisciplinaire et en plus multi-institutionnel. Euh, on est donc une médecin psychiatre à 60%, quelque chose comme ça maintenant. Oui, Ouais. oui, effectivement. À 60%. Historiquement, le service avait 2 médecins psychiatres, dont un qui était rattaché au CHU Sud, donc qui permettait en plus de travailler le partenariat au niveau territorial avec le CHU Sud, parce que le PSMR gère les 3 autres secteurs d'activité en santé mentale, du côté du public en tout cas. On a 2 infirmiers donc issus de l'EPSMR, Julie Boussel, ma collègue, et puis moi-même. Aurore qui est psychologue. Et puis, un éducateur détaché à temps plein de la PJJ, Stéphane, voilà, ainsi qu'une secrétaire qui gère, tout ce qui est dit le travail de liaison, de communication, au sein du bureau. Parce que le fait d'être en mobilité finalement très, très, récurrente, Eh oui. parce qu'effectivement on compte pas nos kilomètres, fait qu'on a une masse d'informations à gérer et qui ne pourrait pas nous arriver et être gérée correctement si Béatrice n'était pas là, quoi, très Mhm. clairement. Tout à fait. Ouais. Hem, Et comme on se déplace à deux, hein, donc du coup, ça vient aussi limiter en théorie le nombre de rendez-vous par jour. Parce que bah, du coup, quand vous mettez une heure et demie à aller à un endroit, que vous voyez un jeune, vous faites un entretien qui est en règle générale au minimum trois quarts d'heure, une heure. Parfois, ça peut même aller jusqu'à une heure et demie, puisque finalement, on ne l'a pas précisé, mais avant d'aller à la rencontre du jeune, on va à la rencontre du professionnel qui nous demande d'intervenir. Et non seulement on va à la rencontre du professionnel qui nous demande d'intervenir, mais on va lui demander de réunir aussi tous les autres professionnels qui se sont déjà occupés de ce jeune. Parce qu'on n'est pas plus doué que nos collègues. S'ils n'y sont pas arrivés, je vois pas pourquoi nous, on y arriverait mieux, en fait, hein. Donc l'intérêt, c'est aussi de prendre en compte ce qui a déjà été fait auparavant et de s'appuyer sur tout ce travail-là antérieur pour pouvoir continuer d'avancer. Donc d'abord, on les rencontre eux. Ensuite, effectivement, on organise les choses, on voit bah, qu'est-ce qui peut lui convenir à ce jeune, qui pourrait être la personne référente, hein, sur qui on va pouvoir s'appuyer. mmh. Des fois, c'est la CPE, des fois, c'est l'infirmier d'éducation nationale, des fois, c'est le référent ASE, des fois, c'est un éducateur de la PJJ. Enfin, Mmh. ça peut vraiment, Ouais. vraiment varier. Effectivement, jusque-là, on vous a parlé beaucoup de nos modalités d'intervention, donc la rencontre du jeune et de sa famille, etc. Il y a une autre dimension qui est quand même assez importante dans notre temps de travail, c'est tout ce qui dit les équipes de liaison finalement. Au préalable, avant de se déclencher dans une situation et de rentrer en contact avec les gens concernés directement, finalement, le travail de liaison et cette capacité à travailler en interinstitutionnel, vraiment j'insiste là-dessus parce que finalement ça apporte énormément. Heu, on se rend compte qu'en générant, les réunions entre les différentes institutions autour d'une problématique, bah, souvent, les gens se rencontrent. C'est-à-dire que, des personnes d'institutions différentes qui étaient en charge d'une même situation, chacune a sa facette, et son approche dans le prisme de son institution, bien sûr, mais les premières rencontres n'étaient pas toujours réalisées. Donc il y a une plus-value quand même assez régulière dans ces réunions de préparation et de travail avant intervention. Il se trouve qu'en fait, l'intervention en elle-même, elle est pas du tout obligatoire. Très régulièrement, on se retrouve à provoquer des réunions et à les mener de façon à ce que les gens puissent se réorganiser autour d'une situation. Et dans ces cas, on est très secondaire après, hein. Oui, comment rencontrer les adolescents en souffrance non demandeurs de soins? En fait, nous, notre travail, c'est pas nécessairement de faire un suivi plus classique que pourraient faire nos collègues par ailleurs dans d'autres structures, dans d'autres unités.
Mais ça va être finalement de beaucoup travailler sur les aspects relationnels auparavant, sur le fait de venir susciter finalement cette demande aussi, chez le jeune pour qu'il puisse ensuite effectivement aller vers. Alors ça, c'était un petit peu notre Graal quand, l'équipe mobile et je regarde mon cadre, hein, du coup, parce que voilà, c'était un peu le Graal. Mais est-ce qu'on l'a vraiment atteint? Ça, c'est une réelle question. C'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes, très rapidement, en une, 2, 3 rendez-vous, enfin 3 rencontres, ils vont effectivement pouvoir aller, on peut les orienter vers nos collègues de la Casado, vers nos collègues du CMPEA, enfin vraiment, il n'y aura pas de souci. Et puis finalement, on se rend compte qu'on travaille avec des jeunes qui ont des parcours de vie qui sont tellement émaillés de ruptures, qui sont tellement en difficulté que ces jeunes-là, combien même on les adresserait, ça tient pas nécessairement dans le temps, hein. C'est un peu ce qu'on a pu constater. Donc finalement, on se retrouve aussi à venir un petit peu soutenir un peu plus longtemps que ce qu'on l'avait imaginé des fois, aussi et finalement, bah, essayer de se débrouiller pour que ce soit finalement nos collègues aussi des CMPEA ou des maisons des adolescents qui puissent reprendre le lien aussi du côté d'aller vers finalement, hein, qu'on voilà, qu'on partage ce lien-là aussi, avec eux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur notre équipe, sur notre mode de fonctionnement? Bah, vous l'aurez compris, hein, c'est qu'on fait un peu du sur-mesure. Ça, c'est un énorme luxe qu'on a nous et on s'en réjouit d'avoir cette liberté-là. On a une grande liberté pour penser, pour créer la façon dont on va essayer d'intervenir auprès d'un jeune qui veut pas nous voir, justement. On a une grande liberté aussi pour, je sais pas moi, pour bouger. On a, enfin, vraiment, on est cette liberté. Finalement, l'équipe mobile, elle, elle nous rend disponible. C'est d'abord ça, finalement, la mobilité, c'est se rendre d'abord disponible. Et puis, deuxièmement, ça nous permet d'être très créatif. Ça nous oblige à transporter notre bureau sur nous-mêmes, quoi, hein. Donc, voilà, on doit travailler un peu autrement. Mmh. Je sais pas, est-ce que tu vois d'autres choses? Non, par rapport au fonctionnement du dispositif, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Après, il y a peut-être de votre côté des attentes, des questions Ouais. euh, à partir desquelles on pourrait co-construire et essayer de parler de nos expériences ou en tout cas de nos manières de travailler. Euh, vous avez une question? Alors moi j'ai une question. On comprend, voilà, vous bougez beaucoup, vous rencontrez aussi des adolescents qui ont des profils très très différents et des réalités au quotidien qui sont très très différentes. Est-ce que vous avez des manières de vous préparer au mieux en fait? Enfin, comment vous vous préparez avant de rencontrer un adolescent? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Heu au final, l'organisation de l'équipe fait que, à travers notre pluridisciplinarité, on a toujours une attention particulière à ce qui nous est demandé. C'est-à-dire que l'évaluation de la demande, avant même de s'y rendre, comment? Elle provoque chez nous, plusieurs réunions, plusieurs, assemblées. On va réfléchir, hein. On Vraiment, on va se poser la question, mais qui y va? Pourquoi ça serait un infirmier et pas un psychologue? Ou pourquoi ça serait, je sais pas moi, justement pas un psychologue ou pas une psychiatre et finalement mon collègue éducateur et ou un ou une infirmière, par exemple? mmh, C'est aussi la question, on a la chance d'être en mixité, hein, donc est-ce que c'est plutôt des hommes ou est-ce que ce sont plutôt des femmes qui vont y aller? Si on sent, par exemple, que le jeune est un petit peu sportif, bon, bah, moi, j'y vais pas, mais mes collègues vont y aller. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, enfin, ça fait partie des choses, évidemment dont on va se saisir de ça. Mais effectivement, on se prépare beaucoup en amont avec toutes ces rencontres avec les partenaires pour identifier sur quoi on va pouvoir s'appuyer finalement pour y aller. Donc voilà. mmh. Après, il y a des réalités très concrètes aussi. Il y a des gens qui habitent dans le nord, des gens qui habitent dans l'ouest. Bon, bah, c'est vrai que moi sur Saint-Joseph, c'est plutôt moi qui vais y aller que, ma collègue, qui est dans le nord, quoi, hein. On va aussi essayer de s'épargner un petit peu un certain nombre de kilomètres. Mais donc il y a bien sûr l'organisation concrète aussi. Après, je trouve que c'est aussi l'intérêt de nos métiers, c'est que finalement, très souvent aussi, on est surpris par la description qu'une tierce personne peut nous faire d'un jeune qu'on va rencontrer. Et des fois, enfin, c'est pas des fois en fait, la plupart du temps, c'est pas tout à fait ce à quoi on pouvait s'attendre. Des fois, on nous dit: «Oh là là, c'est quelqu'un, il va jamais vous parler. Ah mais vous êtes psy, mais encore moins là. Oh, si vous y allez, mais même pas, il va vous parler. Lui dites surtout pas que vous faites ce métier».
Et finalement, on y va et il y a quelque chose là qui se dit, alors qu'on ne s'y attendait pas. Heu, donc finalement, oui, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Voilà, on essaye, mais puis des fois, ils sont très ingénieux, hein. C'est-à-dire que des fois, ils résistent un petit peu plus longtemps et par exemple, bon, bah, ils nous envoient un petit SMS 1 heure avant en disant, «Bon, est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous?» Voilà. Alors, on leur dit: «Bah, non». On arrive et puis, bah, là, finalement, bah, ils sont pas là. Ils sont allés dormir ailleurs. Vous voyez? Comme par hasard, hein, ce jour-là. Ou alors ils sont malades. Ou alors la voiture est tombée en panne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme excuse? Bon, bah, souvent, il y a la famille qui arrive, ou il y a les vacances. Oui. Ah oui, alors il y a quand même un grand principe dans la prise en charge des adolescents, c'est que je crois qu'il faudrait vraiment que le planning scolaire s'en inspire, mais quand il y a les vacances scolaires, les jeunes vont bien. Mm. Je sais pas vous, mais nous, vous l'avez compris, hein, ce sont les institutions partenaires qui nous demandent d'intervenir, dont l'éducation nationale. Je pourrais vous dire, je crois qu'il y a un léger pic, genre 48 heures avant le début des vacances scolaires, où là, nos collègues nous disent: «Ouh, ça va pas du tout, là, ce jeune, faut tout de suite aller le voir». Oui, bah, c'est les vacances scolaires, donc on va pas y aller sans vous, en fait, finalement, hein, puisqu'on va d'abord commencer avec vous. Mais sinon, pendant les vacances scolaires, ils vont bien. C'est les vacances, ça va. Donc peut-être que voilà. Mais ouais. Pardon, je m'égare. Est-ce que vous avez d'autres questions ou, Merci. J'avais une petite question sur les délais que vous avez, entre la demande et votre intervention. Alors ouais, du côté des délais, effectivement, la temporalité, elle peut être très variable. Finalement, l'avantage de la mobilité, fait qu'on peut être très disponible et très rapidement. Dès lors qu'on prend connaissance d'une situation, il y a tout un travail préparatoire, de liaison, à réaliser qui, occasionne quand même un temps de travail assez important souvent. Très régulièrement, il y a déjà des équipes de soins en place, il y a des échecs de prise en charge, il peut y avoir aussi, des gens qui sont très, très inquiets ou des personnes qui le sont un petit peu moins. Donc, tout ça va faire varier, le début de prise en charge, enfin, en tout cas, le début comment? La 1re rencontre, le temps de première rencontre et de mise en place, de notre équipe. Ça peut aller en fait, d'un point de vue très, très pratico-pratique, ça peut aller d'un appel, le jeudi après-midi et finalement on se rencontre le vendredi matin. Ça arrive, à des situations finalement où moi je suis arrivé sur l'équipe, en avril de cette année. Il y a 2 ou 3 situations que je suis, un petit peu plus particulièrement parce que j'ai eu les primo appels et j'en réfère à l'équipe toujours, mais où on a toujours rencontré personne. Alors elles sont dans nos têtes. En Voilà. fait, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, mais clairement, on ne peut pas aller à la rencontre d'un adolescent qui ne veut pas nous voir, hein, sans une personne sur laquelle on va pouvoir s'appuyer sur cette demande. Donc, il faut que cette personne qui nous demande soit là. Donc ensuite, bah, on va se confronter finalement à la réalité de l'institution dans laquelle la personne travaille. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui vont réussir, et c'est super hein, quand ils le peuvent, à se mettre et à se rendre disponibles dès la semaine suivante. Ils vont organiser cette première réunion et en gros, voilà, une semaine après, on rencontre le jeune. Donc c'est vraiment très rapide. Il y a d'autres professionnels qui, voilà, je pense, c'est pas qu'ils sont pas préoccupés, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à gérer pour eux. Et là, ça va mettre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que c'est variable. Mais techniquement, nous, on est assez facilement mobilisable encore. Et là, l'exemple que tu donnais, la veille pour le lendemain, c'est des situations de jeunes qui peuvent présenter, bah voilà, des inquiétudes sur un potentiel risque de passage à l'acte, suicidaire, ou une inquiétude majeure aussi sur une décompensation d'une maladie mentale. À l'adolescence, il va aussi y avoir hein, l'entrée dans certaines psychopathologies plus particulières. Et bah oui, on reste aussi de l'ordre de la pédopsychiatrie. Donc, bah, on a tout ce continuum, en fait, hein, entre le mal-être jusqu'effectivement à l'entrée dans une maladie mentale plus franche. Donc là, effectivement, on va essayer de se rendre disponible le plus rapidement possible. Après, de manière assez régulière, finalement, l'enjeu que nous, on situe très rapidement autour de cette première rencontre, il est à pas revenir prendre une place qui a déjà été tentée, entre guillemets, par une autre équipe de soins et qui finalement s'est montrée non fonctionnelle.
C'est-à-dire que comme on est un peu une équipe entre guillemets de la dernière chance, j'ai envie de dire, parce qu'à certains moments, tout a été tenté, puis les professionnels sont un peu démunis. Le but n'est pas de venir reproposer quelque chose qui a déjà été fait pour finalement se heurter au même frein. Euh, donc, on a quand même tendance à temporiser, en tout cas suffisamment pour que cette première rencontre se passe dans les meilleures conditions et avec les personnes hypothétiquement qui auront le plus de poids dans la situation. Oui, il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas nécessairement beaucoup dit, dans le choix des professionnels, par exemple, mais on a, notre collègue, Sophie Guillonnet, donc qui est psychiatre, qui a vécu 15 ans à Mayotte. Mhm. Bon, bah, clairement, ça nous aide, hein. Quand on va à la rencontre de jeunes Mahorais, de pouvoir, discuter aussi très concrètement, de comprendre aussi les choses avec un autre regard culturel, finalement. Bah, ça aussi, c'est évidemment un vecteur de lien, qui sera, beaucoup plus grand, hein, quand on vient se questionner aussi sur qu'est-ce qui a pu être fait aussi au niveau, familial? Qu'est-ce qui a pu être fait au niveau traditionnel? Enfin, tout ça rentre aussi en ligne de compte dans nos rencontres avec ces jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou remarques, hein? C'est une remarque, mais du coup, vous êtes un petit peu, la mission diplomatique, auprès des jeunes, de la dernière chance, quoi, dans le enfin, de situation de conflit et vous devez en fait avoir, enfin, vous devez vraiment prendre plusieurs, on va dire dimensions, en compte. Est-ce que vous auriez, vous, un conseil à, bah, justement, vis-à-vis des autres institutions avec lesquelles vous travaillez? Si vous aviez un conseil à leur donner, en fait, pour un petit peu comprendre mieux peut-être, le jeune, mais dans toute sa diversité, hein, parce qu'effectivement, on vient enfin, ils viennent de familles, de cultures, de choses différentes. Est-ce que selon vous, il y a quelque chose qui pourrait les aider à bah, faire en sorte, je dirais pas de pas vous appeler, mais en fait, peut-être, qui pourrait les aider même eux, en fait, dans le rapport avec ces jeunes? Oui, j'en ai potentiellement une, hein, mais voilà, je sais pas. Toi aussi, tu as des idées? Alors, on fait quoi alors? Amstramgram. Tu vas? J'y vais? Je sais pas. Alors, conseil, je sais pas, mais en tout cas, dans ma manière de travailler, très régulièrement, je vais avoir une attention toute particulière à me décentrer. C'est-à-dire à me dire, bon, ok, moi je suis infirmier de l'EPSMR, j'ai mon prisme d'analyse clinique d'un infirmier en pédopsychiatrie. Il y a énormément de compétences qui sont développées autour des jeunes que je vais rencontrer, que moi je ne possède pas en fait, hein, c'est une réalité. Et donc très régulièrement, dans le travail, je trouve qu'il y a une plus-value assez importante à venir essayer de considérer bah, dans quel prisme tel professionnel agit auprès du jeune, qu'est-ce qui est travaillé, quels sont les freins pour lui. Et d'accepter un petit peu de se décentrer et de ne pas rester dans sa pratique propre. Souvent, on accède à des choses qui sont un petit peu différentes dans la relation avec le jeune et qui sont plutôt porteuses, en tout cas dans nous, les liens qu'on peut avoir avec eux. Oui, je réfléchissais, mais finalement, j'ai l'impression que s'il y a un message qu'on pourrait laisser, c'est quand même se dire le boulot d'un adolescent, c'est aussi de venir dire non, j'ai pas envie. Non, je ne veux pas ceci. Non, je ne veux pas cela. Alors, c'est pas nécessairement sous la forme d'ailleurs d'un grand conflit, hein. Ça peut être de façon très passive, ça peut être tout doux. Enfin, voilà. Mais il y a une forme d'opposition à un moment donné. Et je crois que ce qui fait la différence, c'est qu'on lâche pas. Et souvent, les professionnels se disent: «Oh là là, mais là, je suis à bout, là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire», mais finalement, ils ont quelque chose d'essentiel qui les rend à la fois extrêmement compétents à venir aussi, accompagner l'adolescent en souffrance, bah, c'est qu'ils sont réellement engagés et préoccupés pour ce qui se passe pour cette personne-là. Et ça, je crois que l'adolescent, combien même, hem, on peut lui dire, plein de choses, ils le sentent. Voilà. Et ça passe aussi très concrètement par notre posture, par notre façon de nous rendre disponibles, par le fait d'appeler, par le fait de se préoccuper, combien même on se prendrait 2, 3, 5, 10 vents. C'est souvent, enfin c'est souvent oui et non, mais c'est pas en soi
garder la foi en quelque sorte, quoi, hein. Voilà, garder la foi en eux, c'est quand même allô? C'est bon. Donc oui, ce serait finalement de dire et de se redire qu'on est encore compétent, même quand on est dans l'impuissance. En fait, le fait de se préoccuper encore est en soi une forme de compétence du professionnel. Voilà. Et d'aller chercher des ressources, c'est encore une autre compétence. C'est vrai que nous, on va vraiment essayer de s'appuyer sur tout, justement, sur toutes les compétences des gens qui sont autour de l'adolescent, sur toutes les compétences. Parce que si on leur dit qu'ils ne sont pas capables d'eux, ben, on va pas pouvoir les aider, hein. Donc, voilà. Ouais, c'est ça que j'aurais dit. Voilà. Est-ce que vous aviez une autre remarque? Oui, pardon? Ah, pardon. Il parle avec son collègue. Non, parce que chez nous, ça aurait pu être une hallucination, vous voyez? Donc, Donc je disais, vous êtes un peu éclaté sur tout le territoire. Est-ce que c'est pas trop enfin, comment vous coordonnez entre vous en fait pour maintenir une cohésion d'équipe et en même temps garder une identité en fait de service? Alors, techniquement, on n'est pas éclaté sur le territoire. On a des bureaux physiques qui sont à Saint-Denis. On est au-dessus de la Casado. Donc, ça a aussi un avantage d'être assez proche d'une équipe finalement qui est très ancrée sur un territoire, un bassin de population où il y a beaucoup d'adolescents aussi. Et donc, on s'y réunit en fait très régulièrement, hein. On a nos réunions cliniques, on a nos réunions de synthèse. Donc, très régulièrement, l'équipe se réunit au complet. Heu, Après effectivement, le territoire est très grand et le bassin de population assez important par rapport au nombre qu'on est. ouais, Ça, c'est une réalité. oui. Oui, mais il y a un truc qu'on peut faire, en fait, qui est super cool pour la dimension aussi de la dynamique de l'équipe, c'est la cliothérapie. Quand vous passez une heure, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais nous, on est en open space. Mmh. Donc déjà, parce qu'on ne reçoit pas d'adolescents dans nos propres locaux. Donc ça aide aussi à la cohésion de l'équipe, hein, c'est-à-dire que même physiquement, hein, les bureaux sont collés les uns aux autres, on peut se voir les uns les autres en permanence. Ça limite quand il faut appeler des gens, hein. Très concrètement, on a bien envie d'être tranquille aussi à d'autres moments. Mais c'est vrai que j'ai personnellement pas du tout le sentiment d'être éclaté. Il y a vraiment, au contraire, ce sentiment d'être très ancré dans une institution. Et c'est cet ancrage-là qui nous permet de pouvoir aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir. Et puis, bah oui, le fait de passer des heures et des heures et des heures dans la voiture de service avec notre collègue, bah, ça aide aussi à nouer des liens, voilà. Et puis on intervient toujours en binôme, donc ça tourne aussi. En fait, on est très rarement seul, hein, nous, hein, donc vraiment ça vient créer un sentiment de cohésion. Après, on fait attention aussi respectivement à nous. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on est crevé. Et donc, on va dire à nos collègues, oh, je suis crevé. Voilà. Et on se le dit. Et puis bah là, il y a quelqu'un d'autre qui dit, bah, si tu veux, moi j'y vais. Voilà. Ou bon, bah, je suis bloquée, je dois aller à la plaine des Cafres, mais là, il y a un embouteillage sur la route des Tamarins, j'y suis pas avant 1 heure et demie. Est-ce que l'un de vous peut y aller? D'autant que nous, on a nos motos, donc on y va. Mmh. Hein. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on nous laisse la liberté, hein. Moi, je vais d'autant plus le dire, alors après, peut-être que j'ai pas le droit de le dire, mais un jour comme ça, quand on était effectivement, enfin moi en tout cas, je me sentais extrêmement débordée par toutes les situations, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails des profils des jeunes qu'on accompagne, mais vous imaginez bien que ils ont un parcours de vie extrêmement compliqué. Et donc, on a ces situations-là en tête. Donc, il y a des fois, ça fait beaucoup même pour nous. Et un jour comme ça, où moi, je suis venue voir donc mon cadre et je lui dis, là, Yann, là, il faut qu'on aille dehors faire la réunion quelque part dehors, en fait. Parce que moi, là, j'ai physiquement besoin de me retrouver dehors. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Et là, on me dit, OK. Voilà. Alors, on le fait pas tous les jours, on est bien d'accord. Mais on a cette liberté. De la même façon, on essaye aussi de faire nos réunions cliniques, des fois, dans d'autres institutions avec qui on peut travailler. Hein, c'est-à-dire que on commence à avoir une mobilité un peu plus large aussi. Ça nous permet de souffler. Mais effectivement, ça peut être épuisant aussi. Après, je pense qu'on a des caractères qui font qu'on était d'accord aussi pour bouger en permanence, hein. Enfin, je crois, hein.
Et après, une autre dimension auquel je pensais par rapport au sentiment de pouvoir être éclaté sur les situations, tout ça, c'est vrai qu'on a quand même à cœur de repasser toutes les situations. C'est-à-dire que malgré la masse, la quantité de dossiers qu'on est amené à traiter, même si on n'est pas tous aussi, impliqués dans chacun des dossiers, on a tous une connaissance suffisante, en tout cas, de chaque dossier, et on a à cœur de les repasser très régulièrement, de les synthétiser. Donc il y a quand même un effort de continuité qui est assez important, qui représente une grosse masse de travail pour nous, mais qui est en fait hyper important pour pouvoir assurer. Et puis, on fait ce que maintenant les managers appellent des team building. Bon, dans mon langage à moi, ça donne: «Ah, on va prendre l'apéro ce soir?» Team Voilà, building. c'est un team building comme un autre. Mais c'est essentiel et vis-à-vis des jeunes, c'est pareil. Vis-à-vis des professionnels ou des adolescents qu'on rencontre, c'est vrai qu'on vous a dit qu'on intervenait en binôme, mais ça va tourner aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on peut pas tout le temps être disponible, toujours les 2 mêmes. Il y a des fois où à l'inverse, on va se dire: «Là, c'est une situation un petit peu, voilà, enfin complexe, on va dire ça comme ça. Et là, il faut que ce soit vraiment toujours le même binôme, hein, parce que ça apportera quelque chose de beaucoup plus sécurisant et de plus cadrant. Mais en fait, on tourne, quoi. Donc, ça permet aussi de faire ressortir des choses très différentes des adolescents les uns des autres, hein. Donc, ouais. Ouais. Mais oui, on a l'impression d'être assez, finalement, d'être assez contenu, hein, d'être pas du Non. tout d'être éclaté. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. C'était très clair. Évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions ou l'heure est venue d'aller se restaurer? Oui, il y a le monsieur là-bas, tout au fond. Bonjour, bonjour. J'ai pris en cours votre conférence, donc j'étais pas là au début. Je voulais juste savoir, au niveau de votre équipe, vous travaillez avec quel type de personnes pour aider les jeunes et les adolescents? Il y a des thérapeutes, au niveau médical, Alors, quel type de personnes? C'est-à-dire au sein de l'équipe au sein de l'équipe, ou les institutions partenaires? plutôt au sein de l'équipe. D'accord. Au sein de l'équipe, parce que, du coup, on est 6, nous, sur l'équipe, en termes soignants. On est 2 infirmiers, un éducateur, mais du côté de la PJJ, une psychologue, Aurore Bazin, qui est présente, et une psychiatre. On a une secrétaire médicale également qui travaille avec nous pour assurer toute la liaison, enfin tout le travail de liaison et de continuité. Et voilà, c'est l'ensemble de l'équipe avec notre cadre. Après, finalement, au-delà de nos métiers, il y a aussi peut-être des compétences un petit peu plus relationnelles ou des centres d'intérêt qu'on a développés aussi les uns les autres, qui nous aident à rentrer en contact avec les jeunes. Donc, comme tout à l'heure, je l'expliquais, on a une collègue qui a vécu 15 ans à Mayotte, on a une autre collègue qui est formée plus particulièrement sur le champ du psychotraumatisme, on a des collègues qui viennent un petit peu plus du champ de la psychiatrie ou la pédopsychiatrie à proprement parler. Moi, je suis formée à la thérapie familiale, par exemple, ou à la cyberpsychologie. J'ai des collègues qui font beaucoup de sport, qui font du trail, des trucs comme ça. Et c'est tout aussi important, finalement. C'est vrai qu'il y a quelque chose où on n'hésite pas, à la différence d'une position, par exemple, dans nos... C'est vrai qu'aucun de nous, aucun professionnel de l'équipe, ne fait le travail habituel que nous faisons. Je ne fais jamais de psychothérapie. Jamais. Voilà. Donc je ne suis jamais à cette place-là. Mes collègues infirmiers ne font la plupart du temps pas exactement le même travail Moi, que je vous fais feriez. jamais d'éducation thérapeutique, par exemple, alors que ça pourrait être mon cœur de métier sur un service PSMR d'intra, par exemple. Donc effectivement, on utilise ce qu'on est aussi. Et on se... Alors, on va pas raconter notre vie, mais je pense qu'à la différence d'une posture un peu plus habituelle en institution, on va pas hésiter à dire: «Oh là là, mais t'as vu le nouveau jeu vidéo qui est sorti?» Parce qu'on sait que si on se le dit entre nous, ça permettra aux jeunes de pouvoir commencer à discuter avec nous, en fait. Donc c'est vrai qu'on peut se dévoiler un petit peu plus. Alors, pas complètement, mais voilà, on y va, quoi. Il faut rester ouvert pour que la personne s'ouvre à vous et vous raconte un peu ses problèmes. Vous avez jamais pensé à travailler avec des... Oh, je parle un peu trop fort. Avec des thérapeutes? Bah, on adresse vers des thérapeutes. C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est d'essayer de faire en sorte que ces non-demandeurs se rendent compte que finalement, ça peut leur aider d'aller vers d'autres personnes. Donc les thérapeutes, on va pas trop les utiliser dans la mesure où c'est pas notre étape
ça sera peut-être plus l'étape d'après. On va plutôt utiliser des médiations qu'on peut faire nous-mêmes aussi, par le sport, par exemple. On a un collègue éducateur qui a travaillé avec le tissage de Vacoa, avec voilà, un monsieur qui faisait du tissage de Vacoa, par exemple. Voilà. Mais après, on ne s'inscrit pas non plus dans un suivi dans la durée. Donc, notre cadre, il est très mouvant. Donc peut-être que ça sera 1 ou 2 fois, on va le voir, peut-être que ça sera 10 fois, enfin, on n'en sait rien finalement. Donc c'est très difficile aussi de prévoir ou de penser quelque chose, parce qu'à chaque rencontre, quelque chose de nouveau va ressortir et c'est voilà. Après les thérapeutes en tant que tels, bah, il y a nous, avec nos compétences aussi habituelles et puis il y a nos collègues, dans les maisons des adolescents ou dans les centres médico-psychologiques ou d'autres collègues à l'extérieur, hein. Enfin, je veux dire là-dessus, il y a des sophrologues, par exemple, qui sont intervenus auprès de certains jeunes. Là-dessus, pas de souci, hein. Ok, non, je pensais justement aux sophrologues, aux hypnothérapeutes qui auraient pu vous aider à ce niveau-là. Alors, n'oubliez pas que c'est des jeunes qui veulent pas nous voir, hein. Ouais. Donc, l'hypnothérapeute, j'aime autant vous dire que celui qui a déjà pas envie de parler à quelqu'un, avec toutes les représentations qu'il peut y avoir aussi, je dis bien les représentations, hein, qu'il peut y avoir au niveau de l'hypnose. Alors déjà que nous, on arrive et vous allez dire dans notre tête. Alors, voilà. Ouais. Donc, il y aura c'est vraiment un public un peu particulier. On n'en est malheureusement pas la plupart du temps avec eux à se poser la question, alors plutôt sophrologie ou plutôt hypnose? On aimerait, hein, mais ils sont dans des états de souffrance et de mal-être psychique tels qu'on en est déjà à: est-ce qu'il a arrêté de fuguer? Est-ce qu'il a encore envie? Est-ce qu'il arrête de se mettre en danger? Vous voyez, on en est plus à ce niveau-là. Ensuite, on peut réussir à orienter ailleurs. Ouais. Ok. Merci de votre retour. De rien. Bah, je crois que ça va être le moment, peut-être de vous remercier pour votre attention, et puis Oui, de vous merci souhaiter à un bon vous. appétit. Merci.